4 cartes politiques de la semaine, votre émission du dimanche matin qui décrypte, qui analyse, qui commente l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, Raphaël Reyrol, grand reporter au Monde. Bonjour Raphaël. Bonjour. Jean-Yves Camus, politologue. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Et Michel Taubman devait être avec nous, mais il est souffrant. On lui souhaite de se rétablir très vite et on le retrouvera sans doute la semaine prochaine. Et puis Richard Licia, éditorialiste au quotidien du Médecin. Richard, bonjour. Bonjour Salomon. Nous parlons de la prestation de serment de Joe Biden et de son grand discours programmatique, des menaces de nouvelles vagues épidémiques et de troisième reconfinement. Nous parlons également du projet mémoriel de Benjamin Stora. Alors, on va commencer donc sur le départ de Donald Trump et l'arrivée de Joe Biden. Richard Licia, on va commencer avec vous. Vous êtes le doyen de notre confrérie. Et vous connaissez en plus, vous connaissez la situation américaine, la vie politique américaine, mais aussi la société américaine mieux que personne. D'abord, le discours de Joe Biden, comment l'avez-vous trouvé? Excellent. Je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé qu'il y avait un effort intense pour ramener vers lui tous ceux qui n'ont pas voté pour lui. Bon, il n'est pas difficile de dire « je suis le président de tous les Américains ». Mais il a montré aussi que la précédente gestion du pays avait été catastrophique et que donc ce qu'il voulait, c'était apporter un peu de sérénité. Il a eu quelques formules, il y en a une que je retiens parce que elle dit à peu près tout. Nous avons offert l'exemple de la force, offrons maintenant la force de l'exemple. Ce qui veut bien dire un peu ce que je pense, à savoir qu'après tant de cynisme, après tant de maléfices, il est temps maintenant de mettre la politique américaine et la géopolitique des États-Unis sur un rail qui est, appuyé sur des valeurs, des principes républicains. Il y a aussi cette phrase « Nous sommes une grande nation et de bonnes personnes » qui pourrait paraître un peu naïf, mais les Américains aiment ça apparemment, Richard. Oui, les Américains aiment ça, mais c'est vrai que c'est un peu démagogique de dire ça. Quand on a la moitié des États-Unis qui acclament le cynisme, qui acclament le vol, qui acclament le mensonge, on ne peut pas dire nous sommes de bonnes personnes. Une partie d'entre nous est formée de bonnes personnes, serait plus juste. Mais bon, c'est quand même un moment très solennel qui n'a pas été raté en dépit de l'absence du peuple. Heureusement, il y a la télévision, et qui n'a pas été raté en dépit de l'absence de Trump. Il n'y a pas eu de passation des pouvoirs. Ça n'empêche rien. Les choses se sont faites comme elles devaient se faire, et surtout l'inquiétude sécuritaire qu'il y avait autour, non seulement du Capitole de Washington, mais du Capitole de tous les États, eh bien, n'avait pas de raison d'être. Pour une fois, ces lieux ont été bien protégés. Raphaël Reyrol, alors vous revenez du Portugal, on a pu lire dans un bel article dans Le Monde du week-end sur le président Marcelo de Sousa qui se fait appeler Marcelo tout court, mais on dira un mot peut-être tout à l'heure parce que les élections ont lieu aujourd'hui, non? Aujourd'hui. Alors, mais vous connaissez bien les États-Unis et la société américaine, vous avez été là-bas pendant la campagne. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce grand discours? Moi, je voudrais réagir à quelque chose qui a été dit tout à l'heure par Monsieur Licia. Il a cité cette phrase de Biden disant « Nous sommes de bonnes personnes ». Non, ou c'est vous peut-être, Shlomo. Et en disant c'est un peu cynique. Moi, je ne suis pas tout à fait persuadée que ce soit cynique. Je pense que cette histoire de cette manière de penser que le peuple américain est bon, que le peuple américain a une certaine innocence originelle, ça fait partie des mythes et des légendes qu'entretiennent alors les Américains, c'est de manière très simplifiée de dire,
mais qui est cousine d'un phénomène qui m'a toujours frappée quand je m'occupais de littérature, qui est que les écrivains américains ont une manière d'adhérer à la fiction. Et donc leurs lecteurs, probablement, ils y croient beaucoup plus. Ils ont un rapport à la fiction qui, je pense, est différent de celui qu'on a en Europe. Et alors bon, c'est peut-être un parallèle un peu rapide et osé, mais néanmoins, je me demande si l'éclosion de ce conspirationnisme, qui est en fait une espèce de fiction dévoyée aux États-Unis, qui a pris des proportions qui sont quand même sans commune mesure avec celles qu'elles ont prises ailleurs, et notamment en France, enfin, on espère que ça restera sans commune mesure, eh bien, c'est quand même aussi une manière de croire à la fiction. Jean-Yves Camus, ce grand discours, qui n'est pas le grand discours sur l'état de l'Union, mais qui est le discours programmatique. Je suis désolé de casser un petit peu l'ambiance, mais j'ai trouvé que c'était un discours convenu. Le président Biden ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'il a dit en matière d'appel à l'unité. Pour autant, je crois qu'il a bien conscience des défis qui l'attendent sur ce plan-là, puisque la moitié des Américains, effectivement, se positionnent radicalement contre les principes mêmes qu'il a l'intention d'appliquer. Petit 1, ça rendra son mandat difficile, ça ne va pas être une promenade de santé. Petit 2, le défi sécuritaire est toujours là, il est même là davantage après l'inauguration que le jour de l'inauguration, parce qu'il était assez évident que personne n'allait tenter le coup de force avec tant de forces armées présentes sur place, mais les services de renseignement intérieur américains réfléchissent très fortement à mettre bien davantage de moyens, évidemment sous la présidence de Trump, pour regarder toute cette droite radicale qui est un péril domestique qui va continuer à aller en s'accroissant au fur et à mesure que le président prendra des mesures qui renforceront ses adversaires dans la croyance que le socialisme est en marche et que la décadence de l'Amérique s'accélère. Le dernier point, c'est qu'effectivement, il y a un rapport américain au mythe qui est tout à fait différent de celui que nous avons en Europe. C'est peut-être une forme de compensation d'une histoire extrêmement récente qui ne peut pas s'appuyer, comme la nôtre, sur des faits très anciens et attestés. Mais il y a toujours eu, d'abord, en politique américaine, ce que Richard Hofstadter appelait le style paranoïaque. Et c'est ce style paranoïaque qu'on a vu chez les partisans de Trump à l'œuvre, dans effectivement une sorte de fiction de leur propre pays, voire une sorte de fiction d'eux-mêmes. Le problème, c'est de savoir si maintenant, rattrapés par la réalité et voyant que la théorie du complot dans laquelle ils ont cru ne se réalise pas, les complotistes d'hier vont se dire, bon, quand même, revenons sur Terre, si je puis dire. J'en suis pas persuadé. Alors, l'appel à l'unité, oui, allez-y. Je voudrais juste ajouter quelque chose, je suis entièrement d'accord avec vous, et un sondage assez récent montre que, en plus, cette manière de légitimer la violence à des fins politiques n'est pas uniquement le fait des républicains, puisqu'un récent sondage montre qu'en 2017, il n'y a pas longtemps, en 2017, 10% des Américains, républicains et démocrates confondus, pensaient que la violence était, ne serait-ce qu'un tout petit peu, même un tout petit peu justifiée pour arriver à ses fins politiques. La proportion a doublé en 2020, ou en 2000, oui, c'est parce que le sondage date de fin 2020. Elle a doublé, ils sont maintenant 20%, ce qui est considérable. Donc, on en revient est-ce que, je veux dire, cette déclaration, cet appel de bonne volonté à l'unité, d'abord, est-ce qu'il est à portée de main? Est-ce que les divisions sont pas trop profondes, comme vous le dites, Raphaël? Et est-ce qu'il n'est pas contrecarré par l'agenda du Sénat et la volonté d'impeachment à l'encontre du président sortant Donald Trump? Richard Lissia. À première vue, cette procédure de destitution est contradictoire par rapport à la main tendue aux républicains et même aux trumpistes. À seconde vue, c'est différent. Le problème n'est pas d'embêter les républicains. Le problème, c'est de se débarrasser de Trump. Parce qu'il est quand même le symbole de tout ce qu'il y a derrière. Et il est, les gens
l'homme que les gens adorent fanatiquement. Donc, il faut le rendre inéligible. Alors, je ne sais pas si on y arrivera. Je crois que ce n'est pas tout à fait hors de portée. Il s'agit d'avoir 17 républicains, sénateurs républicains, pour voter pour la destitution, pour avoir la majorité des 2/3. Donc c'est pas fantastique, c'est pas énorme. C'est une chose qu'on peut faire. Ce qui explique l'entêtement des démocrates. Je ne suis pas sûr qu'entre Madame Nancy Pelosi et Monsieur Joe Biden, il y ait un accord parfait sur la question. Mais vous pouvez pas empêcher Pelosi de continuer son œuvre. Et donc, au bout d'un moment, si cette procédure passe, elle se fera certes dans les cris et la douleur. Il y aura un très fort mécontentement de tous ces électeurs républicains qui ont perdu l'élection, mais en même temps, c'est un progrès pour l'avenir, une façon d'éliminer un danger ultérieur. Trump fera tout pour se faire réélire en 2024. Dans 4 ans. Oui, dans 2024. Et si on ne le rend pas inéligible, il reviendra, ça c'est sûr. Jean-Yves Camus, vous pensez quel sera l'avenir de Donald Trump s'il n'y a s'il y a un empêchement voté par le Sénat ou s'il n'y en a pas? Est-ce qu'il sera remis en selle par les Républicains? Ça, c'est la bonne question. Parce que qu'il ait l'intention de se remettre en selle, personne n'en doute. Que le Parti républicain, lors de sa convention d'investiture, choisisse Donald Trump de nouveau, en sachant les dégâts qu'il a causés, c'est une autre affaire. Et on sait qu'aux États-Unis, le candidat d'un tiers parti, aventure que Donald Trump pourrait, selon certains, tenter, n'a aucune chance d'être élu. Mais pour revenir sur la procédure de destitution, moi j'y suis personnellement défavorable sur les principes. Je pense que cette présidence est terminée et qu'il faut la clore une bonne fois pour toutes et non pas recommencer une séquence dont il est absolument certain qu'elle radicalisera hors de proportion les dizaines de millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump et qui l'idolâtrent. Si on leur fait encore ce coup-là, à des gens donc, qui pensent que l'élection a été volée, si on en remet une couche en le destituant, je pense que là, ça va être compliqué à gérer. On va marquer une pause et le 4 quarts politique revient dans un instant. Le 4 quarts politique de la semaine autour de nos micros ce dimanche. Jean-Yves Camus, Raphaël Rérol et Richard Licia. On en était à la mise en accusation par le Sénat de Donald Trump qui va commencer incessamment sous peu. Raphaël Rérol, vous disiez hors antenne que ça vous paraissait dangereux. Non, mais dites-le alors. Non, je ne me prononçais pas sur la sur l'empêchement lui-même, sur la procédure, parce que je pense aussi que l'impunité, c'est quelque chose de dangereux. Non, je me prononçais sur la situation en général, parce qu'il y a quand même il y avait la semaine dernière 73% des républicains qui pensaient que l'élection avait été, entre guillemets, volée. Et que ça, c'est extrêmement dangereux. L'autre chose, c'est qu'évidemment, il y a une proportion de suprémacistes blancs. Moi, j'ignore les chiffres. Je ne sais pas si vous les connaissez. Les activistes, on a peut-être une idée. Le nombre de gens qui sont persuadés de ça, c'est peut-être difficile à connaître précisément, mais ce qu'on voit, c'est que le nombre d'attentats commis par des suprémacistes blancs depuis, pour prendre les plus récents, 1995 et Oklahoma City, mais ensuite, en 2017, en Caroline du Sud, puis en 2019 à El Paso, il y en a beaucoup. Donc ça représente des gens qui sont extrêmement dangereux. Alors, ça m'intéresse d'entendre, parce que c'est sa partie, Jean-Yves Camus, là-dessus. Et ça m'intéresse de vous entendre aussi sur... Il y avait un article dans Le Monde de Pierre Birnbaum disant qu'il y a une espèce de parfum d'antisémitisme dans les nervis qui s'en sont pris au Capitole. Vous pensez que c'est vrai ? Oui, incontestablement, mais je veux dire, comme si l'antisémitisme avait totalement été éradiqué de cette merveilleuse société américaine. Je trouve ça un peu naïf, si vous voulez. On sait
que jusqu'à une date récente, il existait, même dans la bonne société américaine, un certain nombre de clubs, un certain nombre d'endroits où les Juifs étaient très nouvellement admis, et encore avec des pincettes en raison de leur fortune, mais enfin pendant des dizaines d'années, il a existé de fait des lieux qui étaient interdits aux Juifs, même républicains et même riches. Donc ce fonds est effectivement un petit peu réactivé. Il est réactivé d'ailleurs par des gens qui souvent font un reproche à Donald Trump, c'est sa politique pro-israélienne. C'est-à-dire qu'il y a toute une frange à droite de Donald Trump, mais qui l'a quand même soutenu un bout de temps et qui était présente au Capitole le 6, qui trouve que Trump c'était très bien, sauf le transfert de l'ambassade de Jérusalem, et sauf son appui donné à Israël. Voilà. Mais c'est pas le fait le plus important. Le fait le plus important, c'est que le phénomène des attentats suprémacistes a préexisté et de loin à Donald Trump. En 1995, au moment d'Oklahoma City, c'est pas lui qui est au pouvoir, et que là aussi, c'est une constante de l'histoire américaine. Et il y a effectivement beaucoup d'actes homicides commis par des gens qui sont à la fois des criminels de droit commun et des gens qui ont des convictions suprémacistes. Par ailleurs, il faut mentionner tout de même que la justice américaine ne leur fait aucun cadeau et qu'il y en a actuellement un certain nombre dans le couloir de la mort. Il y en a régulièrement qui sont exécutés, donc il n'y a pas de laxisme de la justice américaine vis-à-vis de ces gens. Sur l'impeachment, enfin, moi, je trouve que le vrai problème, il est au sein du Parti républicain. Parce que vous allez interdire à Donald Trump tout mandat fédéral à venir. Mais au fond, qui peut le mettre en capacité de briguer un nouveau mandat fédéral ? Le Parti républicain, lorsqu'il se présentera à une élection primaire, et le Parti républicain pourra à ce moment-là dire, écoutez, non, vous avez essayé une fois, ça a marché, on ne veut pas de vous une seconde. Il est en capacité de le faire, de même que tous les candidats futurs, soutenus par Donald Trump, par exemple aux élections de midterm de 2022, qui se présenteront avec le label Trump à une primaire républicaine. Ils peuvent être battus si le Parti républicain s'organise. Évidemment, s'il ne s'organise pas, il risque de prendre le dessus. Mais moi, je trouve qu'il faut laisser la compétition continuer et laisser le Parti républicain retrouver ses véritables racines, ses racines de conservatisme traditionnel, en mettant à l'écart les partisans effrénés de Donald Trump. Richard Licia, à la fois sur le Sénat et sur ce qui vient d'être dit, sur cette extrême droite qui flirte un peu avec l'antisémitisme et qui est un phénomène apparemment nouveau, même s'il précède l'arrivée aux affaires de Donald Trump. Richard Lissière. Oui, c'est un phénomène nouveau et c'est scandaleux parce que c'est l'antisémitisme de droite, d'extrême droite, qui s'ajoute à l'antisémitisme de gauche. Alors, vous avez à la fois aux États-Unis les étudiants émeutiers de Berkeley et vous avez les gens qui ont bombardé, si je me souviens bien, la synagogue de Pittsburgh pour une seule raison, parce que les gens qui travaillaient, les juifs qui travaillaient dans cette synagogue étaient des émancipateurs. Ils aidaient les immigrés à s'insérer dans la société américaine. Et c'est ça ce que leur reprochait le meurtrier, l'agresseur. Moi, je vois la réalité des choses. L'Amérique s'est construite toujours sur la violence. La violence avec le génocide des Indiens, avec l'esclavage des Noirs, avec l'antisémitisme, elle s'est toujours exercée pour que l'Amérique s'épanouisse. Donc il faut tenir compte de cette chose. Mais Biden n'est pas seulement un homme qui a des qualités, ce n'est pas seulement un homme compassionnel, ce n'est pas seulement un homme qui parle gentiment aux gens, c'est aussi un homme capable de réprimer. Et comme l'a très bien souligné M. Camus, que j'écoute tout le temps avec ferveur, il y a des gens qui sont en prison parce que, je vous en prie, qui sont en prison parce qu'ils ce sont des antisémites, parce que ce sont des suprémacistes. On les lâchera pas. Enfin, pour terminer, il y a le fait que Trump soit soutenu ou pas par les républicains. Mais il ne sera pas soutenu par les républicains, mais tant qu'il sera là, il va les terroriser. Rappelez-vous, en 2016, Trump n'était pas la tasse de thé des républicains. Il y avait des candidats républicains classiques, d'ailleurs issus du Tea Party, donc très conservateurs, très à droite. Et puis finalement, ils ont bien vu que c'était pas un homme, c'était un maelstrom, et qu'il fallait tenir compte de sa présence. Après, il fallait le supporter, et enfin, il est devenu le candidat du parti.
moi, je vous dis, Monsieur Camus, que cet homme est horriblement dangereux et que il faut se débarrasser de lui d'une manière avec une technique judiciaire, ou sinon il sera toujours là, soit au Parti républicain parce qu'il va leur faire peur, soit avec un parti indépendant qui ralliera tous ceux qui ont voté pour lui, des dizaines de millions. Voilà le problème. Et donc je pense que la procédure de destitution, qu'elle réussisse ou pas d'ailleurs, elle n'est pas inutile. Enfin, si elle échoue, eh bien c'est seulement la gestion du pays par Biden et son équipe qui est remarquable. Hein, c'est vraiment une équipe de gens qui ont beaucoup d'expérience. Seulement cette gestion permettra de calmer un peu le suprémacisme, la haine, l'antisémitisme, etc. Voilà. Alors, on va dire un mot avant d'évoquer le prochain sujet qui est le reconfinement, le 3e reconfinement probable en France. Mais un mot justement, le nouveau président Biden a qualifié d'échec funeste la campagne de vaccination lancée par l'administration Trump. Il a raison sur ce point, Raphaël Réroll? Écoutez, si on en croit le nombre de décès aux États-Unis, dont on pense qu'il va atteindre les 500 000 personnes fin février, oui, je pense qu'il doit avoir raison. Jean-Yves Camus? Oui, c'est effectivement, et là, la responsabilité de l'administration Trump, malgré les objurgations du docteur Fauci, est évidemment engagée. C'est un bilan extrêmement lourd, extrêmement lourd. Et oui, 500 000 morts en février et probablement plus après. Je ne suis même pas persuadé que le pic soit atteint au mois de février, plutôt un mois et demi plus tard, et c'est évidemment du jamais vu dans l'histoire américaine. Alors, le 4 quarts politique se poursuit dans un instant. Le 4 quarts politique revient avec Raphaël Réroll, grand reporter au Monde, Jean-Yves Camus, politologue, et Richard Licia, éditorialiste au quotidien du Médecin. Va-t-on vers le 3e reconfinement en France? On est à 24 000 par jour, alors que le président Macron avait fixé à 5 000 la borne pour un renforcement des mesures. Compte tenu de la situation actuelle, vous connaissez bien ce sujet, vous consacrez de nombreuses chroniques à ce sujet, Richard Licia. Est-ce que le reconfinement est imminent, comme le titre ce matin le journal du dimanche? Et le Parisien, c'est à peu près dans la même veine. Oui, si le JDD et le Parisien le disent, c'est probablement vrai, mais c'est pas du tout la solution et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. On parlait de l'échec de la campagne vaccinale aux États-Unis par Trump. Eh bien, on peut en dire autant de l'échec de la campagne vaccinale en France. Il faut mettre le paquet, il faut vacciner des millions de gens, il faut acheter des doses, des seringues, à n'importe quel prix. Il faut en finir. Et le seul moyen, c'est de vacciner. S'il y a des variants, on pourra les traiter, on pourra changer de vaccin, mais il faut obtenir ces vaccins. C'est quand même scandaleux. Ma femme et moi sommes éligibles au vaccin. Il est impossible d'avoir un rendez-vous. Je ne parle pas du jour de la première dose. Je parle du rendez-vous. Donc on ne peut pas avoir de rendez-vous, donc on ne sait pas quand on sera vacciné. On ne peut faire aucun projet pour cette année, par exemple. Je ne peux pas aller aux États-Unis, j'ai besoin d'y aller pour rester au courant, n'est-ce pas? Eh bien, impossible. Donc je crois que confinement, couvre-feu, formidable, très bien, faites tout ce que vous voulez. Mais c'est la vaccination qui compte et elle doit être massive. Et tout ce qui est infirmier, médecin, pharmacien, tout le monde doit être mis à contribution. Et on n'est pas en train de le faire. On compte les doses. Mais cette histoire il y a 6 doses dans un vaccin, dans une ampoule, mais on consomme que 5, donc on en a une de plus. Donc Pfizer peut s'arrêter 15 jours de fournir le vaccin. Mais c'est absurde, ridicule. On est dans la folie. On est vraiment à côté. Et je tiens à dire que tous les intellectuels que j'admire tant et qui se moquent de l'infantilisation
de la société française qui se moque des gestes barrières. Je voudrais qu'il soit à notre place. Nous, les gens âgés, qui sommes capables de mourir simplement parce qu'on est allé faire son marché. Oui, le vaccin est important. Et oui, il faut réussir la campagne vaccinale. Jean-Yves Camus. C'est évidemment la solution. C'est évidemment la solution, et si on ne l'applique pas... Vous rejoignez le coup de gueule de notre ami Richard. Non, mais c'est pas un coup de gueule, c'est une déclaration de bon sens. C'est une déclaration de bon sens. On sait très très bien qu'il y a d'abord... il y a à mon avis un risque majeur avec ce troisième confinement. Outre son inutilité, j'allais dire, au plan de la situation sanitaire. C'est la possibilité qu'une partie non négligeable de la population française, qui jusqu'ici acceptait les mesures, se révolte contre. Nous n'avons pas eu de grandes manifestations en France contre le confinement et les gestes barrières. Les Allemands en ont connu, et pas des moindres. Je ne sais pas si ce troisième confinement ne va pas donner un petit peu d'essence au moteur de tous ceux qui pensent qu'il existe en ce moment une atmosphère extrêmement bizarre où à la fois les libertés individuelles sont atteintes et où en même temps la politique sanitaire est défaillante. Donc moi je pense qu'il y a là un risque, peut-être pas d'arriver au même niveau de manifestation que nos voisins allemands, mais que quelque chose se déclenche, rappelons-le, en contexte préélectoral déjà. Raphaël Rérol. Oui, on est dans une situation quand même extrêmement étrange, parce qu'on a des demi-vies confinées pour de bonnes raisons. Je ne dis pas que c'est fait pour nous embêter, mais la lassitude qui s'est emparée des Français est absolument colossale. Et en plus, la proportion des gens qui maintenant fraudent, entre guillemets, c'est-à-dire qui se réunissent, les restaurateurs qui font dans les arrière-salles, etc., je pense qu'elle est maintenant très importante. Là encore, c'est très difficile à quantifier, mais elle est très très importante. Donc on est dans une sorte de système complètement bancal, en fait. C'est assez facile à quantifier, il suffit simplement de regarder le matin, quand vous prenez, dans mon cas, l'autobus, vous voyez des bars. Ces bars sont fermés, et vous pouvez y acheter du café à emporter. Eh bien, à l'extérieur, vous avez des tabourets et des tables, ou pas de tabourets, pas de tables, mais des gens, j'en vois régulièrement une trentaine, une quarantaine, voire une cinquantaine, collés les uns aux qui autres, boivent leur café collés les uns aux autres. C'est un détournement des gestes barrières, et ça s'appelle un cluster. Et qu'est-ce que vous pensez, tous les trois, de la petite phrase d'Emmanuel Macron sur les 66 millions de procureurs? C'est un peu un retour du président de la République aux petites phrases dont on pensait qu'il était sorti. Je pense que c'est pas très bienvenu Raphaël, comme phrase, même si quelque chose est vrai là-dedans, dans le côté râleur, etc. Je pense que ce genre de petite phrase, il pourrait faire l'économie. Surtout dans une situation où les gens sont déjà extrêmement exaspérés, désabusés. Il y a eu un discours quand même assez positif. Il faut en prendre acte, peut-être, j'en sais rien, puisque tout le monde partage effectivement l'avis qui a été très bien énoncé par Richard Licia tout à l'heure, que le problème, c'est le problème de l'approvisionnement en vaccins, en seringues, en aiguilles, et même les catégories considérées et comme prioritaires ont du mal à se faire vacciner. Olivier Véran a donné un échéancier, je crois que c'était jeudi soir dernier. Est-ce qu'il va le tenir, cet échéancier, Jean-Yves? Même s'il le tient, il est de toute façon tardif, tout simplement. On a accumulé un retard, et ce retard, il n'est pas rattrapable. Richard Licia. Je suis moins pessimiste sur le calendrier. En quelque sorte, je dirais presque, à part les morts et les malades et les souffrances, sur la totalité de 2021, on peut vacciner tous les Français. Il faut mettre le paquet, encore une fois. Il faut vraiment prendre l'affaire de ce point de vue, du point de vue du vaccin, des seringues, etc., des infirmiers.
Mais je crois qu'on peut y arriver, sinon en août, en septembre, et sinon en septembre, en octobre. Et sur le plan politique, août, septembre, octobre, tous les Français sont vaccinés, on respire, on se bat contre les variants par des traitements ou en prenant des mesures de protection draconiennes, mais on y arrive. Et sur le plan politique, ce ne sera pas tout mauvais pour Macron. Ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, les Français sont en colère. Mais plus tard, quand il y aura même saturation des vaccinations, donc immunité collective, on verra les choses d'un autre œil. Ça a été très bien dit par quelqu'un qui a dit « Nous ne sommes pas une nation de 66 millions de procureurs, nous sommes une nation de 66 millions de personnes qui voudraient être vaccinées. » Jean-Yves. Non, mais moi, je veux bien qu'on y arrive en septembre-octobre. Ceci étant, pour qu'on y arrive en septembre-octobre, il faut effectivement qu'on puisse déjà commencer par prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Donc, c'est là que je disais, il y a effectivement un retard, et ce retard, il va être très difficile à combler. Mais je peux... Raphaël. Oui, je pense qu'en plus, il y a une inégalité territoriale dans la distribution des vaccins. Enfin, je pense, parce que j'imagine, Monsieur Licia, que vous êtes à Paris. Non. Ah non. Je suis en banlieue. Oui, je suis en banlieue, oui. Mais on me demande on me dit, si vous allez à 30 km, là, peut-être, on peut essayer. Alors j'ai dit non, je ne veux pas aller si loin. Parce que ma mère et ses 4 sœurs qui habitent Lyon et qui n'y sont pas allées ensemble, elles ont pris chacune des rendez-vous de leur côté, ont toutes été vaccinées la première semaine. Donc je me dis qu'il y a des inégalités territoriales fortes. Voilà. Donc, il y a des approvisionnements manifestement par à-coup. C'est pas très fluide. Il y a un problème avec ça a très bien été dit. Excusez-moi, pardon. Je crois sincèrement qu'on aurait dû mettre à l'œuvre les pharmaciens, qui font un très bon travail. Alors on l'a pas fait parce qu'on veut qu'un médecin soit présent au cas où la réaction de la personne vaccinée est négative. Mais c'est extrêmement rare. Il faut aussi prendre des risques. Donc moi j'aurais pensé que les pharmacies seraient disponibles. Elles le sont pour le vaccin anti-grippe. Et chaque année, ça se passe à la pharmacie. Donc je ne comprends pas pourquoi ma pharmacie n'a pas la capacité de me vacciner. Et on me demande, à côté de ça, d'aller à Poissy, par exemple. Je suis au Chênay, c'est à 25 km. Donc c'est inacceptable. Alors, il y a toutes sortes d'informations qui circulent, selon lesquelles, à la mi-février, ça sera effectivement entre les mains des pharmacies. Et à vrai dire, le bon sens voudrait que, pour tenir le calendrier fixé par Olivier Véran, il n'y a que par l'intermédiaire des pharmacies. Oui, qui me semble être un moyen sûr. Moi, je suis de cet avis. Oui, Richard. Je suis de cet avis. Je pense qu'il faut passer par les pharmacies. Et enfin, c'est quand même incroyable. Je prends l'exemple du Chênay. Il y a un cabinet médical où il y a une quarantaine de médecins. Il doit y avoir des milliers de patients chaque année. Ils ne font rien. Ils ne s'occupent pas de ça. Donc, on devrait les mettre à contribution. Pourquoi ne le fait-on pas? Que fait le maire LREM du Chênay? Rien. Et c'est quand même incroyable. Je suis allé à la mairie 2 fois. J'ai téléphoné peut-être 100 fois pour avoir le rendez-vous. Donc, il y a une malformation de la campagne vaccinale. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et c'est ça qu'il faut prendre en main. C'est ça que l'exécutif doit prendre en main. Il doit réactiver la campagne. Il faut qu'il y ait un boost, une espèce d'épanouissement de la vaccination, comme c'était le cas au début en Israël, où ils ont très bien fait de vacciner massivement, et on leur a reproché d'avoir payé le vaccin plus cher. Est-ce que c'est le problème? Si le vaccin coûte 3 ou 4 euros de plus, est-ce que c'est le problème? Bien sûr que non. Voilà. Alors, nous passons à un sujet qui est dans l'actualité et qui sera dans l'actualité dans les jours qui viennent. C'est le projet mémoriel présenté par Benjamin Stora. L'historien a remis à Emmanuel Macron un rapport sur la possible réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport ? Jean-Yves Camus.
je l'ai trouvé étonnamment irénique. Je ne suis pas persuadé du tout qu'une réconciliation soit possible. Ce qui est possible, c'est de faire un travail historique qui a déjà commencé, en tout cas de ce côté de la Méditerranée, visant à établir exactement ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie et comment la France a agi pendant la guerre d'Algérie. Il y a encore un certain nombre de sujets à lever, mais je compare la situation, les progrès de la mémoire française dans ce domaine et le blocage de la mémoire algérienne. Nos deux sociétés n'ont pas le même degré d'ouverture. Nos deux univers universitaires n'ont pas la même manière de travailler et le même rapport au pouvoir et à la vérité officielle. Et moi, je croirais à la réconciliation le jour où l'Algérie cessera uniquement de nous demander des excuses, qu'évidemment nous ne donnerons pas, mais dira que oui, il y a eu, dans la lutte de libération nationale, un certain nombre de meurtres et d'assassinats qui visaient des populations civiles et qui étaient totalement injustifiés. J'attends que l'Algérie dise quelque chose sur l'attentat du Milgbar. J'attends qu'on cesse de considérer Jamila Bouhired comme une héroïne nationale. Alors, est-ce qu'il y a... Et ça n'est pas prêt d'arriver. Est-ce qu'il y a des choses positives, des choses à reprendre? Non, parce que finalement, c'est une mission de réflexion, donc le président de la République n'est pas obligé de reprendre les propositions, mais ça correspond un peu à ce qu'il en pense, d'après les propos tenus, y compris dans la campagne. Il y a par exemple, parmi les propositions, la panthéonisation de Gisèle Halimi. C'est une bonne idée? À la vitesse où on panthéonise les gens, il va y avoir un problème. Non, très sérieusement. Outre le fait que Gisèle Halimi tenait sur un certain nombre de sujets qui nous sont chers, des positions qui m'ont toujours paru tout à fait excessives, voire déplacées. Je vais vous dire, je l'ai eu au téléphone une fois. C'était au moment où un certain nombre de gens situés à la droite de la droite faisaient circuler un appel contre les bombardements de l'OTAN sur la Serbie. Cause qui était entendable, voire justifiable. Et un certain nombre de militants de gauche avaient initié un contre-appel en disant « Nous, on veut bien expliquer qu'il ne faut pas bombarder, mais on ne veut pas le faire avec des gens qui sont à la droite de la droite de la droite. » Je trouve qu'il était chargé de passer quelques coups de fil pour, j'allais dire, dessouder certains des signataires de l'appel, dont Gisèle Halimi était, en leur expliquant que, bon, dans la liste des signataires, il était quand même avec des gens qui étaient au strict opposé de leurs opinions politiques. La réponse a été « j'en ai rien à faire ». Il y a aussi le fait, vous avez observé tout à l'heure qu'on parlait de réconciliation, mais en fait le mot n'est pas prononcé. L'idée c'est, la commission s'appelle Mémoire et Vérité. Ça renvoie phonétiquement à la mission Vérité et Réconciliation, qui était la mission en Afrique du Sud. Mais le mot de réconciliation n'est pas prononcé à ma connaissance. Hein. Non, le mot de réconciliation n'est pas prononcé, mais prenons même l'étalon de mesure de cet intitulé qui est la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Vous êtes certain qu'elle a véritablement apporté des résultats ? Moi, je suis revenu d'Afrique du Sud l'année dernière en constatant que la situation de la minorité blanche était extrêmement précaire. Extrêmement précaire. La situation des fermiers blancs en Afrique du Sud, le nombre d'attaques homicides, la place qu'ils ont dans la société, montre que la commission Vérité et Réconciliation a sans doute permis de faire la vérité sur un certain nombre d'épisodes de l'apartheid, notamment ceux liés à l'action des services secrets sud-africains, mais elle n'a pas du tout amené la réconciliation. Elle a amené quand même un certain nombre de choses positives. Vous ne pouvez pas la rejeter d'un revers de main, la mission... Pour avoir vu sur place, je ne suis pas loin de la rejeter d'un revers de main. Juste, je n'ai pas Raphaël Réroll. Je n'ai pas lu le rapport dont il est question, donc je ne veux pas m'exprimer là-dessus, mais je pense que même si les résultats en Afrique du Sud, comme vous dites, sont précaires, sont très faibles, ça n'est pas une raison pour ne pas essayer.
parce que c'est trop important. Voilà. Je pense qu'il faut quand même essayer. Et sur Gisèle Halimi, je voudrais juste dire une chose. Et je pense que on ne sache pas qu'il n'y ait au Panthéon que des gens qui n'aient jamais fait d'erreur. Et en revanche, il reste de la place pour des femmes dans la crypte. Voilà, je pense. Richard Licia. Je rejoins complètement l'avis de Jean-Yves Camus. Je suis hostile à la panthéonisation de Gisèle Halimi parce qu'elle a changé de camp par conviction certainement. Donc je ne fais pas un procès d'opportunisme, mais elle a changé complètement. Je voudrais présenter mon cas personnel. J'ai fait la guerre d'Algérie. J'ai passé un an en Algérie. J'ai vu beaucoup de cruauté, de mort. J'ai aussi fait la bataille de Bizerte contre les Tunisiens. C'est très difficile de réconcilier les deux parties, Algérie et France. Et les Français pensent qu'ils ont accompli une mission de civilisation en Algérie, et pour une part faible, mais pour une part c'est vrai, mais en même temps il y a eu des massacres, des choses tout à fait inacceptables, et un terrorisme tout à fait inacceptable. Or, comme l'a très bien dit Jean-Yves Camus, la société algérienne n'est pas mûre du tout. Elle n'a pas atteint ce stade démocratique qu'elle voudrait rejoindre, qu'elle appelle de ses voeux. Et donc, elle aura tendance, pour le moment, à faire les choses d'une manière autoritaire, là où nous avons un président qui s'est cru obligé de dire un jour que la colonisation est un génocide. Nous sommes prêts à nous réconcilier avec nous-mêmes, en quelque sorte. Mais avec les Algériens, je ne crois pas, parce que pour le moment, ils n'en sont pas là. Il faut d'abord qu'ils se libèrent eux-mêmes, avant de pouvoir voir les choses avec un minimum de distance. Distance que nous avons acquise. Je note que la France a perdu toutes ses colonies, et que chaque fois qu'elle perdait une colonie, elle était plus prospère. C'était donc idiot, après 1945, de s'attacher aux colonies comme nous l'avons fait. Est-ce que les Anglais ont libéré leurs colonies sous la forme du Commonwealth sans en souffrir non plus, alors qu'ils craignaient beaucoup cette séparation. Et nous avons eu tort historique sur cette affaire, mais enfin ça nous a pris 15 ans, de 45 à 60, pour comprendre que nous n'avions pas besoin de nos colonies, et que si nous avions encore quelque chose à faire, c'était de les aider à s'émanciper, à devenir des nations indépendantes. Elles le sont ou elles ne le sont pas. Le travail est en cours et il faudra beaucoup de temps. Alors, je laisse pour la fin, je vous demanderai votre coup de cœur de la semaine, livre, film, émission, citation. Mais je voudrais dire un mot avant puisque la semaine passée, nous avions évoqué les remous provoqué par le propos sur l'inceste d'Alain Finkielkraut et son renvoi de LCI. Cette semaine, on a eu ce dessin d'ailleurs, il y a une pleine page dans Le Monde aujourd'hui où ils reviennent là-dessus, ce dessin de Xavier Gorce dans Le Monde, qui avait suscité des réactions très vive dans les réseaux sociaux. Si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre, devenu ma mère, est-ce un inceste? On reprochait au dessinateur de tourner les victimes en dérision. Le Monde a d'ailleurs présenté, qui est votre journal, Raphaël Rérol, a présenté ses excuses aux lecteurs pour ce dessin, et Jérôme Fenoglio le dira, a dit que c'était une erreur, qu'il ne souhaitait pas le départ de Xavier Gorce, mais qu'il en prenait acte. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, Raphaël Rérol? Ce dessin, qui n'est pas le meilleur de Gorce, il le dit lui-même, m'a probablement beaucoup moins choqué qu'un certain nombre de gens, et j'ai été assez contrariée à titre personnel par le fait qu'on présente des excuses. Il existe, je pense, une fracture au sein du journal qui est en partie une fracture générationnelle, et c'est très intéressant.
une fracture de sensibilité sur un certain nombre de sujets et sur le fait de pouvoir en rire ou pas. Cela dit, il faut quand même savoir qu'un journal, de la même façon qu'il ne publie pas n'importe quel article, ne publie pas n'importe quel dessin. Donc il y a un choix éditorial. Le choix aura été tout à fait légitime. Le fait que dans une période où on venait de mettre au jour des affaires très douloureuses en matière d'inceste, de dire non, ce dessin, on ne va pas le publier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que les relations n'étaient pas extrêmement faciles avec Xavier Gors. Et je tiens à dire quelque chose, c'est qu'il a dit beaucoup qu'on ne l'avait pas prévenu, que ces excuses avaient été faites dans son dos, et apparemment, ça n'est pas vrai. Voilà. Ça méritait d'être dit. Alors, je pense qu'on n'a pas le temps, malheureusement, d'écouter les uns et les autres, mais je voudrais mais si vous voulez, on va faire un tour de table sur votre coup de cœur de la semaine, et donc vous pouvez, oui, il nous reste quelques minutes, il nous reste 2 minutes, donc votre coup de cœur de la semaine, Jean-Yves Camus. Je me suis replongé dans un livre épais et érudit qui est l'histoire de la religion dans l'Occident médiéval de Jean Chéligny. L'histoire de la vérité dans... L'histoire de la religion dans l'Occident médiéval. Oui. La religion. Oui. Les religions. Évidemment, le catholicisme d'abord, oui. Primus inter pares, mais toutes les religions et la manière dont elles ont influencé la formation des mentalités dans tout l'Occident médiéval. Ah ben vous avez des lectures très... Corroboratives. Richard Licia. Rien de spécial excepté l'article de Kamel Daoud dans Le Point de cette semaine, qui est comme toujours excellent. C'est un auteur que j'apprécie énormément. Et voilà un homme qui représente l'Algérie mieux que beaucoup d'Algériens. Alors, vous enlevez votre casquette, Raphaël Rérold, parce que vous avez eu des responsabilités dans le monde, et vous remettez la casquette du monde des livres, parce que vous Oui, mais ça n'est pas une nouveauté, vous allez voir. Je me suis replongée hier dans Fondation de Isaac Asimov, qui est un des chefs-d'œuvre de la science-fiction, et j'ai constaté avec beaucoup d'intérêt que c'est un livre que j'avais énormément aimé à l'époque où je l'ai lu, il y a longtemps. C'était un livre très visionnaire et très évolué sur les avancées techniques qu'il prédisait, mais en revanche complètement dépassé sur les avancées de société, notamment sur le rôle des femmes, et c'est assez étonnant de voir ça, le découplage qu'il y a. Merci, c'était le 4 quarts politique de la semaine avec Raphaël Rérold, Richard Licia, Jean-Yves Camus. Un petit coucou et un prompt rétablissement à notre ami Michel Taubman, qu'on retrouvera, j'espère, la semaine prochaine avec nous. Bon dimanche et prenez soin de vous.